Bonjour, la paix en Ukraine. On peine à y croire après bientôt 4 ans de guerre et on est encore très loin sur place où les attaques russes redoublent d'intensité. Et pourtant, un vent d'espoir souffle depuis peu sur les chancelleries, car passé le choc à la découverte du plan initial de Donald Trump, les allers-retours entre Américains et Européens ont, semble-t-il, abouti à une version plus acceptable pour Kiev. Le sera-t-elle pour Moscou et pour le peuple russe? C'est tout l'enjeu des prochains jours, comme on va le voir avec vous, Olga Prokopieva, directrice de l'ONG Russie Liberté. Mais revenons d'abord à l'état des négociations en images avec Luc Lacroix pour France 2. Sur le terrain, la paix semble encore bien loin. De nouvelles frappes russes avec un lourd bilan, 7 morts, 19 blessés. La Russie, aussi, touchée par des frappes dans cette région proche de l'Ukraine. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump lui veut y croire. Je pense que nous approchons d'un accord, on verra bien. Même optimiste, côté britannique, les alliés de l'Ukraine pensent avoir obtenu un plan qui lui serait plus favorable. Mais les Russes seront-ils prêts à accepter ce nouveau plan? Il n'y a aujourd'hui clairement pas de volonté russe d'avoir un cessez-le-feu. Car après avoir affronté les réticences des Ukrainiens, Donald Trump pourrait affronter celles de Vladimir Poutine. La seule raison qui pourrait pousser le président russe à changer d'avis, ce serait que Donald Trump, le président américain, rentre dans un rapport de force, que poussé par le président ukrainien et par les Européens, ils finissent par reconnaître que dans cette affaire, il y a un agresseur et il y a un agressé. Pour poursuivre la négociation, Volodymyr Zelensky a fait savoir qu'il était prêt à se rendre en Floride pour rencontrer Donald Trump. Et Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, lui, doit se rendre à Moscou dans les prochains jours pour rendre compte des évolutions apportées au plan Trump. Olga Prokopieva, on est à un moment charnière. On a envie de croire à une paix, bien sûr. On a envie de croire que ça peut aboutir à quelque chose. Pour le moment, ça semble quand même assez difficile au vu des conditions presque de capitulation qui ont été initialement imposées à l'Ukraine. S'il y a paix, il faut qu'il y ait une paix durable sur les conditions aussi favorables pour l'Ukraine, favorables pour l'Europe. Poutine ne comprend qu'un rapport de force. Est-ce qu'il cédera face à de telles négociations? On ne sait pas. Et l'important, et surtout ce qu'il ne faut pas oublier dans ces négociations, qui risquent de prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de priorités qui semblent plutôt géopolitiques, territoriales, mais ce qu'on semble oublier, c'est la dimension humaine. Et là, c'est tout l'objet de la campagne que nous portons, notre association Russie Liberté, ensemble avec une coalition d'ONG internationales qui s'appelle People First, qui exige qu'il y ait avant tout une priorité sur la libération des personnes, des humains qui sont otages de cette guerre. Aujourd'hui, l'Ukraine compte plus de 70 000 personnes portées disparues, 15 000 civils qui sont otages du Kremlin, détenus dans des prisons, dans des conditions terribles, sur les territoires occupés d'Ukraine, en Russie aussi. Et on veut qu'avant tout, et on pense que ça peut être un pas plus facile à atteindre finalement en priorité, c'est la libération de tous ces prisonniers de guerre, prisonniers civils, ukrainiens aussi détenus partout en Russie et sur les territoires occupés, et aussi la libération des prisonniers politiques russes, parce qu'il y a aujourd'hui plus de 4 640 prisonniers au dernier chiffre des défenseurs des droits humains russes, et bien sûr le retour des enfants ukrainiens déportés de force en Russie. Donc tout cet enjeu humain, cette dimension humaine doit être la priorité. On a adressé un courrier, un appel aux dirigeants européens, à Donald Trump aussi, que cette dimension soit le premier point de toute négociation. Oui, parce que les échanges de prisonniers, on le sait, c'est l'un des rares sujets sur lesquels l'Ukraine et la Russie parviennent encore de temps à autre à s'entendre. On en oublie effectivement le sort de ces civils, qui ne figurent pas d'ailleurs dans le plan 28 points de Donald Trump. De ce point de vue-là, vous avez été choqué de voir même une proposition d'amnistie générale pour tous les crimes commis durant la guerre? Alors, il ne s'agit pas d'amnistier les crimes commis par le régime de Poutine, qu'on soit bien clair, parce qu'il faut que... C'est ce qui figure dans le plan de Donald Trump. C'est totalement inacceptable. Le plan initial, en tout cas. C'est totalement inacceptable. Heureusement que ce plan a été retravaillé, parce qu'il faut que, bien sûr, les commanditaires de ces crimes, le Kremlin, tous les responsables qui ont mené, qui ont encouragé, tous ceux qui ont fait de la propagande pour cette guerre, pour pousser plus loin, pour endoctriner la population, tous ces gens doivent être jugés. Et cela fait partie d'ailleurs des travaux qui sont menés par l'opposition démocratique russe,
qui demande à ce que, quand il y aura une transition démocratique russe, la première chose qu'il faut exiger de ce régime, avant toute levée de sanctions ou quoi que ce soit, c'est que les responsables de cette guerre d'agression soient jugés. Encore faut-il que la Russie veuille de la paix, a fortiori d'un cessez-le-feu, elle qui intensifie au contraire ses attaques, ciblant les immeubles d'habitation et les infrastructures d'énergie de l'Ukraine. C'est un reportage de Marc de Chalvron pour France Télévisions. Ces dernières semaines, à un rythme effréné, l'armée russe frappe les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. 117 ont été ciblées rien qu'au mois d'octobre. Cette centrale électrique a été en partie détruite il y a peu. Les techniciens sont à l'œuvre pour essayer de la réparer au plus vite. Personne ici n'a été surpris par cette attaque. On sait que ça peut arriver à tout moment. Il y a des alertes toutes les nuits. Ici, c'est tombé sur nous. Certains disent qu'on est préparé pour ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ce type d'attaque ? La production électrique a été réduite de 50% par rapport à son niveau d'avant la guerre. L'Ukraine se retrouve obligée de gérer la pénurie. Kiev, plongé dans le noir à la tombée de la nuit. Les quartiers de la capitale sont à tour de rôle coupés du réseau pour économiser l'électricité. Pour les habitants, c'est une galère. Cette femme doit monter 24 étages pour rentrer chez elle. Je ne me sens pas très bien, car je suis enceinte. Ksenia Kojevnikova ne sait pas comment elle fera dans les prochains mois. Elle doit accoucher en mars prochain. Et face à ces nuits d'alerte et ces pénuries d'électricité, comment s'en sortent les Ukrainiens, Gulliver Krag ? Les groupes électrogènes font désormais partie du paysage en Ukraine, permettant aux cafés et aux magasins de fonctionner même pendant des coupures de courant de 7 à 8 heures par jour. Les hôpitaux et les ateliers de drones aussi, ce qui est plus essentiel. Pour les particuliers, c'est plus compliqué. Les plus aisés ont pu s'acheter des stations d'énergie portables, mais pour la plupart des Ukrainiens, ces méga batteries sont trop chères. Sans électricité, les ascenseurs ne fonctionnent pas. Nombreux sont ceux qui doivent grimper 15 étages pour arriver chez eux. Ils affrontent en général tout cela avec stoïcisme et humour, mais la colère est là aussi. Contre les Russes, bien sûr, mais aussi contre les Occidentaux qui ne mettraient pas assez de pression sur Vladimir Poutine. Et puis cette année, ce qui est nouveau, contre le président Volodymyr Zelensky et son équipe aussi. Non pas parce qu'ils ne feraient pas assez pour négocier la paix, la perception est qu'ils font tout ce qu'ils peuvent en ce sens, mais parce que selon les enquêteurs, des millions de dollars destinés à mieux protéger le réseau électrique des frappes russes auraient été volés dans un vaste système de corruption impliquant des proches du président et notamment son bras droit, Andriy Yermak, dont l'appartement à Kiev a été perquisitionné vendredi matin. Olga Prokopieva, on le voit, la situation est très dure en Ukraine, avec en outre ce scandale qui entache l'image des autorités auprès d'une population qui souffre. Les Russes, où en est leur morale à eux après 4 ans de guerre ? Ils subissent aussi les pénuries ou bien ils ne voient pas l'impact de la guerre dans leur quotidien ? C'est très difficile de connaître la réalité du sentiment des Russes, puisque la Russie est aujourd'hui une dictature où pour le mot guerre, on se fait emprisonner pour de très longues années. Donc il n'y a aucun sondage d'opinion véritablement fiable qui peut nous dire quelle est la véritable opinion de la population russe. Toutefois, l'ensemble des signaux montrent que la population est tout de même fatiguée par la guerre et veut une paix. Elle le ressent, la guerre, cette population, dans ses conditions matérielles ? Dans ces conditions, il y a une inflation très forte, l'économie russe va très mal, les économistes le disent beaucoup, et aussi ça se ressent bien sûr sur le pouvoir d'achat, etc. Mais aussi dans les régions du sud de la Russie, typiquement, les gens ressentent vraiment la guerre parce qu'il y a aussi des opérations militaires. Et c'est très peu connu dans toute la Russie parce que la propagande fait tout pour cacher la souffrance de certaines personnes, aussi la souffrance des familles dont les maris ou les enfants sont au front. Il y a quand même 150 000 soldats russes morts en Ukraine. Mais toute cette vérité essaye d'être cachée par la machine de propagande du Kremlin. Ce qui fait que les Russes, globalement, ont très peu de prise de conscience de l'étendue de la catastrophe de cette guerre. Témoin de cette contestation tout de même, certaines voix qui commencent à se faire entendre, alors que les primes de guerre pour les familles de soldats tués au front baissent, voire même ne sont plus payées par certaines régions.
Oui, alors que la situation économique étant très complexe et une crise budgétaire en Russie, les économistes russes en exil en parlent beaucoup. Je vous invite à suivre par exemple Vladimir Milov qui explique cela dans le détail et les primes qui étaient exorbitantes au début de la guerre, payées aux contractuels qui signaient le contrat parfois sous la pression, sous la menace, mais bien sûr motivés par ces sommes qui pourraient jamais gagner dans leur vie normale. C'est 5 fois le salaire moyen. Donc, ils sont très motivés par ces primes. Et aujourd'hui, elles tendent à être réduites. Ça dépend des régions dans lesquelles il y a une politique différente de recrutement militaire. Mais bien sûr, cette première motivation financière, si l'économie russe va mal aussi, à cause et grâce, on va dire, des sanctions internationales, fait que l'effort de guerre ralentit. Les gens ont moins cette motivation financière à s'enrôler dans la guerre. Et puis, bien sûr, aussi la situation catastrophique, tout simplement, de l'armée russe, où même contre les propres soldats, il y a des crimes de guerre qui sont commis. Ils sont dans des conditions de torture. Ils ont très peu de solutions, parfois, de s'échapper. Ils sont envoyés au front comme de la chair à canon. Et tout cela aussi se fait savoir de plus en plus dans la société russe. En tout cas, le doute s'est immiscé dans le camp occidental sur les intentions réelles de Donald Trump, longtemps soupçonné de complaisance envers Moscou. Le président américain semble avoir définitivement tombé le masque lorsque son plan de paix pour l'Ukraine a été rendu public. Diane Schlinger pour France 2. Donald Trump est-il prêt à tout pour résoudre le conflit jusqu'à devenir le porte-voix de Vladimir Poutine ? Car sur le plan de paix présenté ce week-end officiellement comme américain, c'est bien l'ombre de la Russie qui plane, jusqu'à faire douter les dirigeants européens. Avant de commencer à travailler, ce serait bien de savoir de façon certaine qui est l'auteur de ce plan et où il a été créé. 28 points, avec quasiment que des concessions ukrainiennes et peu de garanties de sécurité. Mais surtout des tournures de phrases intrigues, pas très anglaises, comme si c'était une mauvaise traduction automatique depuis le russe. Et le vocabulaire typique du Kremlin est même utilisé. Toute idéologie et activité nazie doivent être rejetées et interdites. Même dans le camp de Trump, certains sénateurs républicains tombent des nues. On s'est rapproché du gouvernement. On leur a dit « Vous pouvez nous expliquer ? Ça ne ressemble pas à un document qui vient de notre administration, surtout la façon dont c'est écrit. On dirait que ça a été écrit à l'origine en russe. » La polémique enfle. Le secrétaire d'État américain dément, affirme que les États-Unis sont bien l'auteur de ce plan. On a eu des pourparlers avec les deux côtés et ça a mené à ce document de base qui est amené à évoluer. Mais selon plusieurs médias américains, ce plan aurait été concocté fin octobre à Miami lors de réunions secrètes entre le diplomate américain Steve Witkoff et Kirill Dmitriev, un homme d'affaires russe proche de Poutine, sans que l'Ukraine ou l'Europe ne soient consultés. Et il y avait, on vient de le voir dans ce reportage, un personnage central côté russe, Kirill Dmitriev. C'est lui, ce conseiller de l'ombre de Vladimir Poutine, qui aurait soufflé le plan de paix aux Américains, Maya Naïsiatagan. Et oui, vous découvrez derrière moi son impressionnant CV, des études à Stanford, des études à Harvard, et puis une carrière qui commence à Goldman Sachs et ensuite à McKinsey. Alors il est souvent décrit comme un technocrate de l'ombre, cet homme, il n'est visible que depuis peu, mais en réalité c'est un financier et un négociateur politique très chevronné. Il faut dire que Kirill Dmitriev, il connaît très bien l'Ukraine, car il y est lui-même né en 1975, même s'il préfère se définir comme, je cite, un enfant de l'Union soviétique. Alors comment quelqu'un qui a obtenu la nationalité russe dans les années 2000, à son retour des États-Unis, comment a-t-il pu gagner la confiance de Vladimir Poutine ? Eh bien très certainement grâce à deux personnages clés. Le premier, c'est une femme, celle que vous voyez ici, sa femme, Natalia Popova. Il l'a épousée en 2011. Il s'avère que c'est une amie d'enfance d'une des filles de Vladimir Poutine. Et le deuxième personnage clé, il est juste ici, c'est Sergueï Ivanov. À l'époque, c'est le bras droit du chef du Kremlin et c'est lui qui a nommé Dmitriev en tant que directeur du Fonds souverain russe, toujours en 2011. Alors, c'est un poste qui lui permet de négocier avec les plus grandes puissances et puis de se transformer en VRP du vaccin russe Sputnik V au moment de la pandémie de Covid. Grâce à ses résultats, eh bien, il devient envoyé spécial économique de Vladimir Poutine et puis invité régulièrement
publié des médias conservateurs américains. Parce que les relations aux États-Unis de Dmitriev, elles sont très importantes et non des moindres. Vous en voyez un exemple ici. Jared Kushner, c'est le gendre de Donald Trump. Et c'est grâce à cette relation que dès 2017, Dmitriev a réussi à créer une ligne entre le Kremlin et la Maison-Blanche, bien loin de tous les canaux diplomatiques traditionnels. Olga Prokopieva, vous avez été surprise d'apprendre dans la presse les discussions qui ont eu lieu entre Steve Witkoff, l'émissaire américain, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, et côté russe, Kirill Dmitriev et Yuri Utchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Vous imaginiez une telle imbrication entre les deux administrations ? Eh bien, on sait qu'il y a des relations entre Trump et son entourage et le Kremlin et le FSB depuis de très nombreuses années. L'ouvrage de Denis Genté sur Notre homme à Washington en parle très très bien. Qui a été lui-même correspondant de France 24 en Géorgie et dans la région. Oui. Exactement, et cela depuis les années 90. Mais bien sûr, c'est choquant aujourd'hui qu'à ce niveau-là, dans un moment comme ça crucial de négociation de paix, que ce soit un plan écrit peut-être par le Kremlin, en effet, qui soit imposé aux États-Unis et bien sûr à l'Ukraine et à l'Europe. Et heureusement qu'il y a eu ces négociations qui se sont poursuivies avec la participation des Européens qui sont derrière l'Ukraine. Il faut absolument soutenir dans ce cas-là l'Ukraine pour qu'elle ne soit pas forcée de signer un plan qui soit une capitulation. Et il faut continuer que l'Europe, la France, la coalition des volontaires aide l'Ukraine à trouver ce plan de paix qui soit vraiment durable et qui soit plus humaniste et qui respecte la souveraineté territoriale et les conditions que l'Ukraine, elle, serait prête à signer et pas uniquement Poutine et Trump. La guerre, voilà en tout cas un mot qu'on avait oublié en Europe depuis la dislocation de l'Empire soviétique. La menace est revenue au cœur des discussions ici même en France avec la déclaration du chef d'état-major des armées, le général Mandon. Écoutez. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Des déclarations qui inquiètent, qui ont même choqué une partie des Français, et pourtant, la Russie de Vladimir Poutine se réarme. Dans quel but ? Reportage de Maryse Burgot pour France 2. Quand on parle de menaces russes, il y a ce qui est visible. Vladimir Poutine l'expose au monde chaque année. Mais il y a aussi une menace militaire, beaucoup plus discrète. Elle se multiplie aux frontières de l'Europe. Voyez ce site militaire russe de Kamenka. Il est tout près de la Finlande, un pays allié de la France au sein de l'OTAN. Août 2022, cette partie de la base n'est pas occupée. Octobre 2025, de nombreuses toiles de tente apparaissent comme s'il fallait accueillir plus de soldats russes aux frontières de l'Europe. Si vous voulez, la Russie a déclaré la guerre à l'Europe d'une certaine manière. Différents scénarios sont sur la table, mais on peut envisager un raid même très ponctuel sur un pays de l'OTAN pour voir la volonté des Européens de réagir ou de ne pas réagir. Cyberattaque, sabotage, c'est aussi cela la menace contre l'Europe et la France. La cyberattaque est également un mode d'action et la cyberattaque connaît très peu de frontières nationales. Ces différentes attaques expliquent la volonté de l'État français de préparer l'opinion à une confrontation possible. Olga Prokopieva, la Russie produit désormais plus d'équipements de défense civile qu'elle n'en consomme sur le front. Pour les utiliser ailleurs, d'après vous, quelles sont les intentions de Vladimir Poutine ? Eh bien, je ne saurais pas lire dans la tête de Vladimir Poutine. Je ne suis pas une experte militaire, mais le régime de Poutine s'est construit sur la guerre. Aujourd'hui, c'est une vraie dictature de guerre. Il est dépendant, c'est dans sa tactique, c'est dans sa stratégie. On ne sait pas jusqu'où il peut aller. Il faut maintenir un rapport de force avec ce régime parce qu'il ne parle que comme ça, il ne raisonne que comme ça. Il y a des opérations de déstabilisation aujourd'hui partout
en Europe des ingérences électorales dans les élections européennes, des ingérences de déstabilisation des fragilités sociétales. En France, des cyberattaques sur des hôpitaux. Donc, il y a déjà une agression, on va dire, sur l'Europe et bien sûr sur l'Ukraine, où il faut être avant tout dans le soutien de la résistance ukrainienne, mais il faut aussi... il faut maintenir un rapport de force, de dissuasion, parce que c'est que comme ça que résonne ce régime et on ne sait pas jusqu'où il peut aller, c'est sûr. Mais ce que je voudrais aussi dire là-dessus, c'est qu'il faut aussi réfléchir au fait que la Russie, ce n'est pas que Poutine, c'est 140 millions d'habitants qui aspirent aussi à la démocratie et à la liberté. On l'a vu très récemment avec les manifestations de rue, les rassemblements de rue pour la chanteuse Naoko, la chanteuse qui a réuni des centaines de personnes, des jeunes de 18-20 ans qui chantaient des chansons de musiciens, d'artistes russes qui sont désignés agents de l'étranger et qui sont exilés de Russie. Oui. Cette aspiration de la jeunesse à de la liberté, tout simplement, à chanter des chansons qu'ils ont envie de chanter, de critiquer le régime, de critiquer la guerre, montre qu'il y a un vivier dans la société civile à l'intérieur de la Russie. Il y a une étude aussi très intéressante de Novaya Gazeta Europe qui montre qu'il y a plus de 30 actes de contestation par jour en Russie. Alors ça peut être des pétitions, ça peut être des lettres ouvertes, ça peut être des piquets solitaires sur des questions très diverses et variées, sur l'écologie, les conditions de pouvoir d'achat, etc. Mais ça montre que des gens sont prêts finalement à revendiquer leurs droits, revendiquer leurs aspirations. Et il faut encourager cette société civile-là. Et qu'est-ce que je veux dire en fait concrètement derrière ça? C'est qu'il faut laisser une porte ouverte en Europe, ne pas fermer les frontières à tous les Russes, aider ceux qui résistent avec des systèmes de visa humanitaires, des systèmes d'asile pour ceux qui osent vraiment se confronter à ce régime et qui doivent ensuite fuir à la hâte avant d'être risqués d'être emprisonnés. Et il faut aussi soutenir les forces démocratiques russes en exil parce qu'il y a des personnalités imminentes de la démocratie russe qui sont en exil, qui portent la voix de cette société civile russe. Et une plateforme même a été créée au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de dialogue avec cette société civile russe. Et il faut que ce type de plateforme, ce type de dialogue soit plus institutionnalisé au niveau des différentes organisations internationales, dans un dialogue avec l'État aussi, les États européens, et qu'on montre aux Russes qu'on comprend qu'ils ne sont pas tous derrière Poutine, qu'on comprend qu'il y a une voie possible de démocratisation de la Russie et qu'on soutient tous ceux qui se battent pour cette voie. Pour parer en tout cas à toute éventualité, Emmanuel Macron annonce ici en France le retour du service militaire, mais sur la base du volontariat, Maya Anaïs Yatagan. Et oui, à l'été 2026, le service national volontaire pourra accueillir 3000 volontaires, c'est dans le titre, avec un objectif d'arriver jusqu'à 50 000 par an en 2035. Alors ce seront essentiellement des jeunes de 18 ou 19 ans, avec potentiellement, si vous avez des profils spécialisés, comme par exemple infirmier ou analyste de données, là ça irait jusqu'à 25 ans. Le tout sur candidature, avec un engagement qui durera 10 mois. Alors comment est-ce que ça va se dérouler? Les volontaires commenceront par un mois d'initiation et le président de la République nous dit qu'ils vont apprendre la discipline, le maniement des armes, la marche au pas ou encore des champs militaires et ensuite ils rejoindront les rangs de l'armée. Alors évidemment avec un salaire, c'est 800 € brut minimum. Ils seront aussi nourris, logés, équipés. Tout ça va représenter un budget pour l'État actuellement estimé à 2 milliards, plus de 2 milliards d'euros, dont une bonne part pour les infrastructures étant donné que de nombreuses casernes ont été fermées, vendues avec la fin de la conscription obligatoire en 1997. Et tout ça, tous ces volontaires, eh bien, ils resteront sur le territoire national. Le président de la République l'a vraiment de nombreuses fois répété. Pas question d'envoyer ces volontaires en Ukraine ou ailleurs. Et à l'issue des 10 mois de service, les différents volontaires seront intégrés à la réserve opérationnelle avec une disponibilité demandée jusqu'à 5 jours par an pendant 5 ans. Merci Maya Anaïs Yatagan. On avait pourtant cru à une solution politique en Ukraine. C'était en 2015, à Minsk, accord de cessez-le-feu. Il prévoyait alors des élections dans le Donbass, les oblasts de Donetsk et Louhansk, aujourd'hui revendiquées par Moscou. Elles n'eurent jamais lieu. Retour en images sur ces négociations à l'époque avec Marc de Chalvron pour France 2. Toute la nuit, le ballet des chefs d'État et de leurs conseillers.
dont certains succombent à l'épuisement. Des discussions extrêmement tendues entre Petro Porochenko, le président ukrainien, par moments exaspéré, et Vladimir Poutine, souvent au bord de la rupture, au point d'en casser son crayon à papier. Le président ukrainien dénonce encore les conditions inacceptables posées par son homologue russe qu'il regarde droit dans les yeux. 2 heures plus tard, pourtant, l'accord est annoncé. Angela Merkel et François Hollande jubilent. Même si tout n'est pas encore accompli, c'est un espoir sérieux pour l'Ukraine. François Hollande peut sourire, mais il le sait, c'est un accord à minima. Plus tard dans l'après-midi, la tonalité est déjà moins optimiste. L'accord ne garantit pas qu'il y aura dans les jours prochains un succès durable. Un accord extrêmement fragile donc, et déjà contesté. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir fait entrer 50 de ses chars dans l'est du pays la nuit dernière, au moment même des négociations. Olga Prokopieva, par la suite, fin 2022, François Hollande, qui en tant que président avait négocié pour la France l'accord de Minsk II, a reconnu que l'objectif de cet accord, dans son esprit, était en fait de donner à Kiev le temps de reconstituer ses capacités militaires. Preuve qu'à l'époque, personne, en tout cas pas lui, n'était dupe des intentions réelles de Vladimir Poutine. La Russie peut-elle se permettre de rester indéfiniment en économie de guerre ou est-ce que ça va finir par craquer? Faut-il attendre le départ de Vladimir Poutine ou sera-t-il renversé? Cela va dépendre de la pression qu'on va mettre sur ce régime, des sanctions qui marchent, les sanctions sur les technologies qui sont vraiment indispensables pour le renouvellement justement de l'industrie de guerre. Et il faut absolument maintenir cette pression dans la durée, éviter aussi contrôler le contournement des sanctions pour que... Les navires fantômes, Les navires fantômes et toutes les autres technologies via les pays tiers, etc., que le Kremlin utilise pour quand même réussir à se réarmer, à se fournir certaines technologies et aussi et surtout à se refinancer en vendant son pétrole. Donc tout cela, c'est la question des sanctions qui doit continuer à être menée et aussi avec les États-Unis, parce que là, une double pression serait beaucoup plus efficace et ne permettrait pas justement à la Russie à long terme de continuer perpétuellement ces guerres d'agression. Merci beaucoup Olga Prokopieva, directrice de l'ONG Russie Liberté, d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine.